À peine les festivités du 11 décembre terminées que des voix s'élèvent pour dénoncer une mauvaise gestion. Le professeur Abdoulaye Souma et un groupe de ressortissants de la région des Cascades parlent de fêtes au rabais, de scandales indignes pour la nation, des infrastructures inachevées, leur qualité douteuse, des communautés exclues des festivités. Le 11 décembre à Banfora aurait donc pu être reporté pour mieux organiser l'événement, ont-ils déclaré face à la presse ce lundi. Vous l'avez certainement remarqué, ces temps-ci au Burkina Faso, le prix de certaines denrées alimentaires ont connu une flambée, une hausse due à l'inflation dans la zone UEMOA, une zone qui enregistre son taux d'inflation le plus élevé depuis 2013. État des lieux et explications dans la chronique économie de ce lundi. Puis, dans ce journal, l'investiture du président réélu en Côte d'Ivoire. Devant un parterre de chefs d'État africains, Alassane Ouattara a prêté serment devant le Conseil constitutionnel après une réélection controversée. Le président a promis faire de la réconciliation nationale son cheval de bataille au cours de ce quinquennat qui vient de s'amorcer. Discours, images à suivre dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Direction tout de suite la Côte d'Ivoire où le président réélu pour un troisième mandat a été investi ce matin devant plus d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le nôtre, Roch Marc Christian Kaboré, qui est arrivé dans la capitale Abidjan ce 13 décembre. Le président du Faso a donc pris part à cette investiture du président ivoirien. Alassane Ouattara investi dans un contexte de crispation de la scène politique, notamment avec ses opposants qui ont boycotté le processus qui a enregistré une cinquantaine de morts. La réconciliation nationale demeure donc le grand défi. C'est le nouveau président lui-même qui le dit. Il a tendu la main à ses adversaires. Je vous propose de l'entendre. Mes chers compatriotes, les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Dans cette même dynamique, j'ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021 afin d'être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue, afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. La Côte d'Ivoire, tout comme le Burkina Faso et les autres pays de l'UEMOA qui enregistrent un taux d'inflation le plus élevé depuis 2013, une tendance générale confirmée par le dernier bulletin des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le Burkina Faso qui endure le plus cette situation. C'est le pays où le taux est le plus élevé. Il a pour conséquence directe la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Tous les détails dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nébier.
Avec une situation sanitaire et économique la moins souhaitable, il fallait s'y attendre. L'inflation est à son taux le plus élevé dans la zone UEMOA depuis 7 ans, indique la BCEAO dans son dernier rapport mensuel des statistiques. Au mois d'octobre, elle s'est établie à 3,4% dans l'espace communautaire, mais à des degrés divers dans les 8 pays membres de l'Union. Et c'est le Burkina Faso qui enregistre la plus forte inflation, avec 4,6%. Mais la hausse des prix que cela induit se ressent-elle sur le marché? Il ne faut pas souvent regarder que Ouagadougou, dans les grands centres. Il faut voir un peu les citoyens qui sont à l'intérieur du pays, puisque le réseau, c'est un réseau national qui collecte les données et qui transmettent au niveau régional. Voir si, dans un marché de Falangontoul, le kilogramme de riz ou le sac de mil, le prix a évolué. Je pense que ça, c'est vérifiable. Je pense que c'est toutes ces données qui permettent d'agréger et puis de dire qu'il y a une tendance à la hausse au niveau du Burkina. Mais le citoyen ouagalais, je pense que si vous lui posez la question, il va dire qu'il ne voit pas encore cette inflation. Mais il y a des gens, certainement, qui la vivent au quotidien sur le marché. Surtout que c'est le secteur, un des gros porteurs de cette inflation, c'est le secteur justement de l'alimentation et des produits alimentaires. Selon les explications fournies par la Banque centrale, cette inflation est impulsée par les secteurs de l'alimentation, restaurants et hôtels. Il y va donc de soi que l'on constate une hausse des prix des fruits et légumes, des tubercules et autres denrées. Mais cette inflation constatée pourrait être de courte durée. Bon, il y a des choses. L'inflation, c'est souvent lié soit à la rétention, soit aussi à l'assèchement des marchés, soit aux difficultés d'approvisionnement. Bon, pour ce qui est des produits agricoles, on sait que ça va baisser bientôt avec les récoltes qui vont sortir, etc. Mais pour les autres produits, tout est question d'approvisionnement. Si à l'origine les produits coûtent cher, parce que le problème c'est quoi? C'est que ce à quoi on pourrait assister, c'est que vers la fin d'année, il y a des producteurs qui veulent faire de l'attrapage. Je n'ai pas assez vendu, donc les coûts de production aussi ont été élevés, donc on répercute sur les prix des produits. Donc on peut avoir cet effet-là qui va entraîner justement le fait qu'un certain nombre de produits, les prix seront reportés, enfin vont connaître une augmentation relative d'ici la fin de l'année, parce qu'on a une tendance qui peut-être va s'arrêter ou ne va pas s'arrêter d'ici. Sur le plan régional, cette inflation est également ressentie au Mali et au Bénin avec 4,4%. La Guinée-Bissau enregistre le plus faible taux avec 1,1%. Restons dans la zone UEMOA avec cette autre réalité. Malgré l'existence d'une réglementation favorable à l'émergence d'organisations professionnelles d'artisans bien structurées, plusieurs regroupements d'artisans sont non conformes au texte en vigueur et cela doit cesser dans l'entendement du département en charge de l'artisanat. Le ministère de Harouna Kaboré effectue des campagnes régionales de sensibilisation. L'étape des Hauts-Bassins a eu lieu la semaine dernière. Kader Kondé, Souto Justin Daviri y était. Voici pour vous leur reportage. Présenté aux artisans et aux responsables des organisations professionnelles d'artisans de la région des Hauts-Bassins, les dispositions du Code de l'artisanat de l'UEMOA et ses tests d'application, c'est l'objectif de cet atelier d'information et de sensibilisation. Un atelier d'information et de sensibilisation qui vise à terme la création d'un cadre juridique et réglementaire propice au développement du secteur artisanal au Burkina Faso. Qui s'applique aux activités artisanales, qui s'applique aux organisations professionnelles. Donc nous sommes là ce matin pour échanger avec eux, pour leur partager l'information et voir dans quelle mesure ils peuvent également travailler dans le respect de ces différents textes-là. Nous avons aussi convié l'administration locale qui sont chargés également d'appuyer les artisans, de voir dans quelle mesure, dans le cadre de leur restructuration, on peut les accompagner, soit au niveau
de l'accompagnement pour l'organisation de leur restructuration ou bien dans la délivrance des récépissés qu'on va leur donner. Donc il s'agira à l'issue de ces sensibilisations de travailler toujours avec les différents acteurs pour que nos actions en faveur des artisans puissent se faire conformément au code de l'UEMOA. Cette campagne de sensibilisation bénéficie du soutien de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso et de l'accompagnement d'une agence des Nations Unies appelée le Centre international du commerce à travers son programme Ethical Fashion Initiative Burkina Faso. Et c'est une initiative justement qui permettra de réorganiser le secteur de l'artisanat. Et à la fin, je pense que les artisans ressortiront justement en ayant les connaissances sur le code de l'UEMOA en ce qui concerne l'artisanat. Ça leur permettra justement de comprendre toutes les politiques qui seront mises et en place autour du secteur de l'artisanat. Vous savez, si par exemple on prend les tailleurs, on les mélange avec les mécaniciens dans une même structure, vous voyez que la compréhension ne sera pas facile. Et si l'État veut appuyer cette structure, qui va appuyer, en quoi? Mais si c'est bien structuré, formalisé, si on prend un récépissé, on sait que c'est tel corps de métier qu'il faut appuyer. Au-delà de son objectif d'information et de sensibilisation, cette campagne constitue également un cadre d'échange et de partage entre les acteurs du monde de l'artisanat. Sylvie Méda espère que ce cadre d'échange va susciter chez les artisans une volonté de restructurer leur organisation existante conformément aux tests en vigueur. Restons dans le Grand Ouest à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Nous sommes maintenant à Banfora où les festivités du 11 décembre 2020 viennent de s'achever. À peine terminées que des voix s'élèvent pour dénoncer une mauvaise organisation et un bâclage de l'événement. Le professeur Abdoulaye Soma, fils de la région des Cascades, à la tête d'un groupe qui a milité pour le report de l'événement, parle de mauvaise qualité des travaux, d'exclusion de certaines principales communautés des festivités, tous ces griefs. Pour arriver à une seule conclusion, le gouvernement aurait dû reporter l'organisation. Plus de détails avec Roméo Koïta. Alors c'est avec satisfaction que je voudrais, au nom du comité national d'organisation, d'abord féliciter, comme disait le président, l'ensemble des organisateurs. Si les premiers responsables de l'organisation du 11 décembre sont satisfaits du déroulement des festivités, c'est tout le contraire pour le groupe de leaders de la région des Cascades, ici représenté par le professeur Abdoulaye Soma. Et ce pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la qualité des infrastructures qui laisse à désirer selon lui, puis le mépris dont les autorités coutumières de la région auraient fait l'objet. Un chef de canton qui n'est même pas invité, est-ce que c'est imaginable dans notre pays? Vous imaginez aujourd'hui, si nous on peut accepter une célébration à Ouagadougou, le Moro Naban n'est pas associé, il n'est pas consulté, il n'est pas concerté, il n'est pas invité. Moi, personnellement, je ne l'accepterai pas. Ce n'est pas correct. Mais c'est ce qui a été fait à Banfora. Et puis, il y a ce qu'il considère comme une exclusion de certains principaux groupes ethniques de la région des Cascades dans les festivités. Vous dites que vous allez faire défiler les groupes principaux, les groupes ethniques. Aujourd'hui, vous-même, vous savez qui est groupe ethnique principal, autochtone, fondateur à Banfora. Les Turcs y sont, les Gouins y sont, les Karaboris y sont. Les Gouins ont défilé, les Karaboris ont défilé, les Turcs n'ont pas défilé. Et d'autres ethnies qu'on n'exclut pas ont défilé. Mais le fait qu'on ait exclu les Turcs, ce n'est pas acceptable. Et les Sénoufos, qui peut parler de la Liraba sans parler des Sénoufos? Pour ce ressortissant de la région des Cascades, tous ces manquements sont dus au fait que le comité d'organisation de cet événement d'envergure nationale n'était pas prêt, car préoccupé par les élections. Et cela, ajouté à la crise sanitaire, il y avait des raisons objectives de reporter l'événement, comme l'a suggéré le groupe de pétitionnaires dont il fait partie. Et ça a été fait pour Koudougou, ça a été fait également pour Kaya en 2015, parce qu'on était en année électorale, transition, donc les choses n'étaient pas prêtes. Et donc, quand on a constaté que ce n'était pas prêt, comme c'était le cas à Banfora, on a dit c'est mieux, on reporte. Et en ce moment, j'étais dans la gestion de la transition. On a défendu l'idée de reporter parce qu'il n'y a rien de correct là-bas. Et il faut qu'on fasse les choses à peu près correctement. On a reporté et on a refait l'année qui a suivi. Pas de façon sublime, idéale, mais au moins de façon correcte. C'est ce qu'on demande.
Tout en dénonçant ce qu'il qualifie d'organisation d'une fête nationale au forceps et au rabais, le professeur Soma invite le gouvernement à rectifier le tir pour les échéances à venir. En attendant, le groupe de pétitionnaires dont il fait partie compte mener une veille citoyenne pour une meilleure exécution du reste des travaux toujours en cours à Banfoura. À Banfoura, il y a eu des réalisations d'infrastructures. On a fêté ce week-end, mais aussi réfléchi sur les défis de la nation. Et c'est l'épouse du chef de l'État qui est aux commandes, Sika Kaboré, présidente du Galop, le groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer qui regroupe des épouses des membres du gouvernement, des épouses d'anciens membres du gouvernement et de personnalités politiques. Ensemble, elles ont initié depuis 2017 des cadres d'échange et de plaidoyer auprès des décideurs politiques, coutumiers et religieux afin de mettre fin aux pratiques traditionnelles qui dégradent la vie sociale des femmes et bafouent leurs droits. À l'occasion donc de la célébration du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, le Galop a organisé un panel sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Soto Justin Dabiré pour plus de précision. La région des Cascades, à l'image de toutes les régions du Burkina, est confrontée à la recrudescence des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Des violences qui vont des mutilations génitales féminines au mariage d'enfants avec de multiples conséquences sur les femmes et les jeunes filles. Les mariages d'enfants, tout comme les mutilations génitales féminines, ont des conséquences graves, quelquefois insoupçonnées sur les victimes, leurs familles et partant sur la nation entière. En effet, concernant les mariages d'enfants, une fois mariés, les enfants épouses doivent faire face à plusieurs défis, car elles doivent précocement prendre des responsabilités totalement incompatibles avec leur niveau de développement physique, psychologique et mental. Au plan sanitaire, ces filles sont forcées de subir des relations sexuelles non souhaitées et se retrouvent confrontées à un risque élevé de grossesse non désirée, d'avortements dangereux parce que clandestins, d'accouchements précoces et d'infections sexuellement transmissibles, IST, VIH et genre. Face à cette situation, pour donner plus de dignité aux femmes et aux jeunes filles, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo mène depuis 2017 des rencontres d'échange et de plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Par conséquent de ces pratiques, je viens de vous en citer quelques-unes. Il est plus qu'urgent que toutes et tous nous nous impliquions dans ce combat qui ne doit plus être perçu comme celui du gouvernement, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers seuls. Le défi de l'élimination des mutilations génitales féminines, du mariage d'enfants et de toutes les autres formes de violence basées sur le genre est celui du développement durable, de la construction d'un état de droit, respectueux des droits de tous citoyens, quel que soit son sexe, son origine ethnique ou son rang social. Comment pouvons-nous construire une nation prospère dans un contexte où une couche importante de la population est massivement et quotidiennement victime de discriminations diverses, soumise à des tortures, à des violences et même, on peut le dire ainsi, à des assassinats? Le Gallo est un cadre d'échange et de plaidoyer qui regroupe les épouses des membres du gouvernement et d'anciens membres du gouvernement, de personnalités politiques ainsi que de représentants de partenaires techniques et financiers. Créé en 2017, le Gallo s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation sociale au plan national afin d'atteindre la tolérance zéro aux violences faites aux femmes et aux enfants au Burkina Faso. Lui aussi était à Banfoura pour l'occasion. C'est l'une des OSC très actives dans le domaine de la santé. Le RENETS, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, est porteur d'un projet de riposte de la COVID-19 dans les régions des Cascades et de la boucle du Mohon, financé par la BID, la Banque islamique de développement à hauteur de 85 millions de francs CFA. L'initiative devra permettre de sensibiliser les populations de près de 100 villages et communes. Luco Pakbelgem. La COVID-19 sévit toujours au Burkina Faso avec 3750 contaminations à la date du 11 décembre 2020, dont 2828 guérisons, 71 décès et 851 cas actifs.
Ces chiffres qui montent préoccupent les autorités sanitaires, mais aussi des organisations de la société civile telles que le RENED, le Réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Le réseau a entrepris un chantier de sensibilisation dans les régions de la boucle du Moun et des Cascades, dont le lancement est intervenu ce 9 décembre à Banfoura. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la pandémie à coronavirus, nous étions l'une des structures qui avons déjà emboîté le pas pour accompagner le ministère depuis le début de la pandémie. Donc il est de bon ton aujourd'hui, quand on demande des aspirants ou ceux qui ont déjà fait quelque chose dans la lutte, le ministère ne peut que nous indexer. Donc c'est en ces termes que nous avions eu la confiance du partenaire, la BID, la Banque islamique de développement, pour nous accompagner à hauteur de 95 millions pour les 6 mois dans les 2 régions. En réalité, il s'agit de sensibiliser les gens sur les gestes barrières et d'aller vers les leaders d'opinion et les leaders coutumiers ainsi que les enseignants dans les différents établissements. Et nous avons des animateurs que vous avez vus dans la salle. C'est des jeunes qui seront obligés de sillonner les artères des différents villages et des différentes communes pour passer le message. Il y aura également des remises aussi de kits. Vous avez vu ce matin, nous avons procédé à une remise symbolique. Il y aura des remises de kits dans les établissements et les lave-mains. Voilà, donc voilà un peu comment ça va se passer pour les 6 mois. Le projet de riposte de la COVID-19 dans ces 2 régions va amener les jeunes à sillonner les villages, les communes rurales et urbaines dans le but de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter pour rester saines. Nous tenons vraiment à féliciter ce réseau, cette organisation de la société civile. Nous les félicitons, nous les encourageons pour la belle initiative qu'ils ont eue d'accompagner le ministère de la Santé dans la riposte contre la COVID-19. Vous savez, la maladie, c'est une maladie, comme les gens le disaient, c'est une maladie qui est réelle. C'est une maladie qui est réelle. Et le seul médicament, c'est les mesures barrières. Dans la région des Cascades, les communes urbaines de Banfoura, de Saint-Louis et de Nyangologo et les 40 villages qui leur sont rattachés devront être touchés par le projet. Et dans la boucle du Moun, Dédougou, Nouna, Tougan, Solenzo, Boromo et Thomas sont les communes urbaines et les 41 communes rurales qui seront touchées par le projet de riposte de la COVID-19. Toujours dans la cité du paysan noir, profitant de la présence des autorités à la faveur du 11 décembre, la coalition nationale pour l'éducation pour tous est montée au créneau. C'est un forum citoyen qui a été organisé, l'idée étant d'interpeller les décideurs sur les droits des jeunes à l'éducation et à la formation. Retrouvons une fois de plus Luc Pakbelgen. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Banfoura a été saisie comme cadre d'interpellation des autorités nationales sur les droits des jeunes à l'éducation et à la formation. C'est au cours d'un forum citoyen que la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a organisé en pleine festivité du 11 décembre. Nous disposons de beaucoup d'instruments juridiques et de politiques qui parlent effectivement de l'accès du droit à l'éducation et à la formation de qualité à tous les jeunes. Mais de façon pratique, dans les plans d'action et budget, cela n'est pas une réalité aussi dans le pilotage à travers les cadres de rencontres et les cadres de dialogue. La prise en compte des jeunes n'est pas très effective. La prise en compte de l'accès des jeunes à une éducation de qualité devrait être une priorité des décideurs au Burkina Faso et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous s'associe à d'autres organisations de la société civile pour influencer positivement les autorités nationales. Nous pensons que les questions de jeunesse, ce sont des questions qui sont transversales et un seul ministère, futur ministère de la jeunesse, ne peut pas prendre en charge l'ensemble des questions de jeunesse. Et nous nous réjouissons de voir que la coalition a embrassé l'art, comme on le dit, en invitant un certain nombre de ministères qui s'intéressent à la question de jeunesse. Donc nous pensons que au sortir effectivement de ce forum, de cette rencontre-là, les autorités seront sensibilisées. La prise en compte de l'accès des jeunes à une éducation de qualité devrait être une priorité des décideurs au Burkina Faso et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous s'associe à d'autres organisations de la société civile pour influencer positivement les autorités nationales. Les besoins en matière d'éducation et en matière de formation existent au niveau des jeunes. Y apporter des réponses, c'est impliquer la jeunesse dans le processus de développement. Quant à la question de la formation technique et professionnelle des jeunes, il semble que également c'est une problématique actuelle et il appartient en tout cas à nos États
de mettre cette problématique au cœur de leurs préoccupations, parce que la problématique de l'emploi des jeunes, en tout cas, une des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes passe par la formation technique et professionnelle. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, la Coalition des organisations de jeunesse du Burkina sont les initiateurs de ce forum avec l'appui de Oxfam et de Danida. Au projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive, l'heure est au bilan. En 5 ans de mise en œuvre, l'AGCED a-t-il réussi sa mission? C'est à cette question que son comité consultatif national a tenté de répondre au cours d'une rencontre. Voyons ensemble le compte-rendu de Stéphanie Hien. Il est d'un constat que les populations vivant dans les zones extractives n'arrivent toujours pas à sortir de la pauvreté. On en parle justement à cette deuxième session du comité consultatif national. Un comité chargé de la mise en œuvre d'un projet d'appui à ces communautés, le projet d'appui à la croissance économique durable en zone extractive, AGCED. Le projet a pour but d'amener les communautés des zones impactées par les sociétés minières à tirer profit de l'extraction minière. Donc à cette session, nous sommes à la rencontre pour valider les documents à mi-parcours et voir s'il y a des orientations que le comité va donner à l'équipe projet pour une mise en œuvre efficace des activités. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'an 5 du projet et nous pouvons faire une évaluation positive parce que nous avons aujourd'hui des jeunes et des femmes, des associations, mais aussi des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises dans notre zone d'intervention qui sont capables aujourd'hui de saisir les opportunités du secteur minier. Pour son opérationnalisation, le projet s'appuie sur 3 composantes clés que sont la gouvernance locale, la croissance économique locale durable et inclusive et le partage des connaissances sur les meilleures pratiques de développement en zone extractive. Nous travaillons à créer des opportunités d'emploi, renforcer les capacités des entreprises individuelles ou collectives afin qu'elles puissent s'autonomiser, créer des opportunités, aller donc profiter des opportunités qu'offrent les entreprises minières, mais aussi de développer l'économie locale. Donc, nous renforçons leurs capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la formation professionnelle au métier et nous les accompagnons aussi dans les activités génératrices de revenus. Le projet AGCED prendra fin en 2022. En plus du Burkina Faso, 2 autres pays sont concernés par le projet, à savoir le Ghana et la Guinée. Au Burkina, le projet intervient dans 2 régions, les Hauts-Bassins et la boucle du Mouhoun. C'est un projet qui était très attendu dans la ville de Sia. Il s'agit de la réalisation d'une cité entièrement dédiée aux artistes. À chaque édition de la Semaine nationale de la culture, ce sont plus de 2000 participants qui sont attendus à Bobo-Dioulasso. En réalité, la ville n'a véritablement jamais pu loger tous ces artistes et les inviter comme il se doit. La capacité d'accueillir des établissements touristiques et hôteliers étant insuffisante. Pour répondre donc aux besoins d'hébergement des artistes et de leurs accompagnants qui participent à la SNC, l'État burkinabé a décidé de la création d'une cité des artistes. 2 ans après l'obtention du site de construction du projet, donc le plan architectural a été dévoilé. Kader Kondé, Soto Justin Dabiri. C'est une superficie de 44 571 mètres carrés, soit 4,45 hectares, située au secteur 18 dans l'arrondissement 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, que sera construite la Cité des artistes. Ce projet vient répondre aux besoins d'hébergement et de restauration que rencontrent les nombreux artistes burkinabés et étrangers qui participent à la Semaine nationale de la culture. La cité, comme on l'avait dit, comprend plusieurs entités fonctionnelles. Donc, vous aurez la première entité importante, c'est les hébergements. Donc, vous aurez des dortoirs d'environ plus de 2000, d'une capacité de plus de 2000 places. Et vous avez à côté tout ce qui est espace d'expression culturelle, de créativité. Vous avez des salles de répétition, des salles de spectacle, des espaces en plein air, donc des espaces pour les enfants, et des aires de sport, donc là, des arènes de lutte. Et surtout aussi le restaurant qui pourra permettre aux artistes de se restaurer sur place. La cité est conçue pour être un lieu
de création artistique. Parce que la culture se vit, se perpétue lorsqu'il y a la possibilité d'être permanemment dans une dynamique de création. Et la création artistique exige un minimum de conditions, parmi lesquelles c'est les lieux où on va pour créer artistiquement. Le coût global du projet de construction de la Cité des artistes s'élève à environ 25 milliards de francs CFA, un montant difficile à mobiliser en raison des défis sécuritaires et sanitaires auxquels doit répondre l'État burkinabé avec son budget réduit, selon le ministre en charge de la Culture. Malgré cette situation, Abdul Karim Sango rassure que le premier bailleur de ce projet reste l'État burkinabé qui compte tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet. C'est d'abord un projet de l'État du Burkina, donc le premier bailleur, c'est le budget de l'État. Voilà. Ici, sur le chemin, on a des amis qui sont intéressés, on va parler avec nos amis, on voir comment on peut. Mais ce qui est important, c'est le séquençage. Voilà. Ça permet d'amortir un peu, c'est comme vous ne construisez pas votre maison en un jour. Voilà. On commence à mettre certains aspects, et puis progressivement. La Cité des artistes veut être à la fois le reflet de l'ouverture et de la modernité de la société burkinabé, selon le ministre de la Culture, tout en exprimant les racines de la tradition et du savoir-faire constructif local. À en croire le ministre Sango, cette cité sera une image forte qui pourra placer le Burkina Faso sur la carte culturelle mondiale. À Bobo Dioulasso, c'est une nouvelle qui est tombée comme un coup près. L'opérateur économique a la réputation de faire presque l'unanimité, a passé l'arme à gauche le 9 décembre dernier. Sekou Aïdara, ancien coordinateur du projet de réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba, initiateur du projet de réhabilitation des cimetières de Bobo, premier secrétaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso, a été inhumé ce dimanche en présence de membres du gouvernement et d'une foule à la hauteur de l'œuvre de l'homme. Surtout Justin Dabiri. Amis, personnalités politiques, économiques, administratives, coutumières, religieuses, membres de gouvernement et d'institutions, tous sont venus rendre hommage à El Hadj Sekou Aïdara, opérateur économique, membre de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Sekou Aïdara était un grand homme polyvalent, affable, sociable selon ses camarades de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Sekou Aïdara avait la passion de servir les autres. C'était un homme fidèle en amitié et loyal dans ses rapports avec les autres. Sa longue relation d'amitié et de proximité avec le président El Hadj Djanguinaba Barrow est un des témoignages. Son intégrité et son humilité forgeaient le respect et l'admiration. La communauté des affaires et la nation entière perdent l'un de leurs fidèles et loyaux serviteurs. Disponible et généreux, qui a mis toute sa vie au service de son pays. Également homme de culture et de tradition, Sekou Aïdara a été de son vivant l'un des artisans de la réalisation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba, des cimetières et de la mairie centrale de Bobo Dioulasso. Une place portera bientôt son nom selon le maire de la commune. Pour qu'à jamais ce nom ne disparaisse de l'histoire de la ville de Sia. Tonton Sekou, tu as accompli ta mission sur terre. Je l'ai écrit, mission bien accomplie, qu'Allah t'accepte dans son paradis. La ville de Bobo Dioulasso perd un baobab. Le Burkina Faso vient de perdre un de ses dignes fils. À titre posthume, la nation a élevé au rang de dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon, celui que ses proches appelaient affectueusement le Macadam, le grand ou le Cheikh Sekou Aïdara. Nous perdons un grand homme d'affaires, nous perdons un digne fils de notre pays,
Bobo Dioulasso, père un sage. Et c'est pour cela que la nation a été reconnaissante. Vous savez, pour nous, en tant que fils de Bobo Dioulasso, c'est une grande perte. C'est un homme qui a vécu pour Bobo Dioulasso. Au moment où les affaires marchaient, et même quand ça n'allait pas, il est resté à Bobo. Je me rappelle, en tant qu'agent des impôts, je sais de quoi je parle. C'est pour cette raison, cet homme qui a investi et qui a soutenu l'ensemble des actions de développement de Bobo Dioulasso mérite un hommage. Né en 1953, El Hadj Sékou Aïdara est décédé à l'âge de 67 ans. Il laisse derrière lui une famille biologique, des amis d'enfance et le monde de la culture et des affaires dans une grande tristesse. C'est désormais au cimetière municipal de Bobo Dioulasso que le douanier El Hadj Sékou Aïdara repose désormais en paix. El Hadj Sékou Aïdara, décédé plus tôt le 10 décembre dernier, est inhumé ce dimanche à paix à l'âme du disparu. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Bissiga dans le Boulgou, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.